Quand vous pensez à une bombe nucléaire, vous imaginez l'onde de choc massive, l'incendie qui rase les villes et la pure dévastation en quelques secondes. Mais le véritable cauchemar ne vient pas de l'explosion, c'est ce qui suit. Une radiation si mortelle qu'elle pourrait tuer tout sur son passage pendant des décennies. Maintenant, imaginez une arme conçue non seulement pour détruire, mais pour rendre la Terre inhabitable pour des générations. Pénétrer dans la bombe cobalt, l'invention la plus menaçante de l'homme. Cette arme apocalyptique, supposément jamais construite, pourrait transformer le monde en un désert radioactif. Comment fonctionne-t-elle? Et pourrait-elle vraiment nous anéantir tous? Restez à l'écoute pour le découvrir. Depuis le premier essai de conception d'une arme thermonucléaire à haut rendement, effectué le 1er mars 1954, dans le cadre de l'opération Castle, l'humanité a dû faire face aux implications profondes de l'exploitation de l'énergie atomique. L'événement Castle Bravo a marqué le début de l'ère nucléaire. Il a également déclenché une peur constante de la destruction nucléaire, une terreur qui a façonné la politique mondiale, les stratégies de défense et les angoisses culturelles depuis lors. Et ainsi est né le concept d'un dispositif de fin du monde, un dispositif si puissant qu'il pourrait détruire toute vie sur la planète et même oblitérer la planète elle-même. Initialement appelé une machine de fin du monde, ce concept a intrigué la littérature, les médias et l'art en général au XXe siècle. L'un des premiers exemples les plus connus est le film de Stanley Kubrick de 1964, Dr. Folamour. Dans ce film, une bombe de fin du monde, basée sur les travaux des très réels scientifiques nucléaires et physiciens Léo Szilard et Herman Kahn, a été déployée par accident, éteignant une grande partie de la vie sur Terre. Cependant, dans ce film, la bombe a été activée à la fin, épargnant aux spectateurs l'impact à long terme de la détonation. On ne peut pas en dire autant pour les lecteurs du roman apocalyptique de 1957, sur la plage de l'auteur britannique Nevil Shute. Ce roman a été le premier à capturer l'effrayant lendemain d'un conflit nucléaire mondial avec un détail glaçant. Essentiellement, les protagonistes du roman attendent simplement leur fin inévitable, alors que les retombées radioactives d'une dévastatrice Troisième Guerre mondiale se propagent lentement mais inexorablement vers leurs emplacements. Le récit se concentre sur les derniers jours de l'humanité, dépeignant une image poignante et déchirante d'un monde où la survie n'est plus possible, et les gens doivent se résigner à l'approche de leur fin. Bien qu'inédits, de tels scénarios pourraient très bien se produire dans la réalité. Laissons derrière nous la fiction, et tournons-nous vers les réalités de la technologie nucléaire actuelle. Avant de parler de la bombe au cobalt, la plus puissante de toutes, il est crucial de saisir l'état actuel de l'arsenal nucléaire. D'autant plus que beaucoup ont tendance à regrouper tous les engins nucléaires dans une seule catégorie de menaces. Bien que cette approche ne soit pas inexacte, car tous les dispositifs nucléaires exploitent l'énergie atomique à des fins destructrices, elle néglige les différences significatives dans leur conception, leur déploiement et leurs effets prévus. Passons en revue les principaux types de bombes nucléaires. 1. Les bombes atomiques, également connues sous le nom de bombes à fission. Ce sont les armes nucléaires de première génération les plus répandues. Les bombes Little Boy et Fat Man larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 étaient des bombes atomiques. Les bombes atomiques fonctionnent en divisant les noyaux d'éléments lourds, comme l'uranium-235 ou le plutonium-239, par un processus appelé fission nucléaire, d'où le nom de bombe à fission. Cette division libère une quantité énorme d'énergie sous forme d'explosion, produisant une onde de choc dévastatrice, une chaleur intense et des radiations. Ces bombes ont sans aucun doute marqué le début de la guerre nucléaire et démontré le potentiel destructeur de l'énergie atomique. Numéro 2. Les bombes à hydrogène ou bombes thermonucléaires. Ces armes nucléaires de deuxième génération, plus avancées, combinent les processus de fission et de fusion. Dans ces bombes, un dispositif de fission est utilisé pour déclencher une réaction de fusion. Lors de cette réaction, des noyaux atomiques, comme ceux des isotopes de l'hydrogène, fusionnent en noyaux plus lourds. En somme, la fusion est l'opposé de la fission. Ce processus libère également de l'énergie à une échelle bien plus grande que la fission seule, entraînant une explosion beaucoup plus dévastatrice. Un exemple de bombe à hydrogène est l'infâme Tsar Bomba, l'arme nucléaire la plus puissante jamais détonée à ce jour. Cette bombe a été détonée par l'Union soviétique en 1961, produisant un nuage en forme de champignon de plus de 37 miles de haut, et avait un rendement de 50 mégatonnes, soit environ 3800 fois la puissance de Little Boy. Après l'explosion, Severny, un village inhabité à 34 miles du site de détonation dans l'océan Arctique, a été rasé, et des bâtiments à plus de 100 miles ont été endommagés. Il est donc clair que les bombes à hydrogène pourraient anéantir une nation entière, tandis que le monde entier serait plus résilient. C'est le cas, sauf pour les bombes au cobalt,
Variante de bombe thermonucléaire avec une enveloppe de cobalt-60. Nous reviendrons sur ces dispositifs qui mettent fin au monde. Pour l'instant, concentrons-nous sur une autre variante de la bombe à hydrogène. 3. Bombe à neutrons. Cette variante de la bombe à hydrogène est conçue pour maximiser la radiation tout en minimisant l'effet de souffle. Elle fonctionne en utilisant une réaction de fusion libérant une grande quantité de radiation neutronique, mortelle pour les organismes vivants, mais ayant moins d'impact sur les bâtiments et infrastructures. En somme, le but d'une bombe à neutrons est de tuer les êtres vivants sans détruire les infrastructures. Ce concept glaçant a été développé par les États-Unis pendant la guerre froide pour servir d'arme tactique contre la division blindée soviétique. Cependant, bien que quelques-unes de ces bombes aient été développées, comme l'ogive W70, elles n'ont jamais été déployées. Finalement, toutes ont été démantelées ou mises hors service, principalement à cause de la pression internationale et des accords de contrôle des armements, visant à limiter le développement et l'utilisation de ces armes dévastatrices. 4 bombes SEL. Bien qu'elles ne soient pas des bombes nucléaires en soi, ces dispositifs utilisent du matériel radioactif pour contaminer une zone et prendre des vies. C'est pourquoi on les appelle aussi des dispositifs de dispersion radiologique. Bien que ces bombes ne puissent pas produire les explosions massives ou l'énergie des bombes nucléaires, elles sont certainement plus puissantes que les explosifs conventionnels. Ajoutez à cela le matériau radioactif et le potentiel de terroriser les gens, et vous comprendrez pourquoi les bombes sales sont une préoccupation majeure dans les discussions sur les menaces nucléaires et radiologiques. Heureusement, ces bombes n'ont jamais été utilisées à ce jour. Cependant, elles ont été testées par Israël en 2015 dans le but de mesurer les effets de ces armes si elles devaient être utilisées contre le pays. Maintenant que les types de bases de bombes sont couverts, il est enfin temps de se concentrer sur les bombes au cobalt et ce qui les distingue de tous ces dispositifs dévastateurs. Pour cela, nous devrons présenter un autre type d'armes nucléaires, dont les bombes au cobalt sont une variante, les bombes salées. Ces bombes n'ont aucun lien avec le chlorure de sodium ou tout autre sel. Le terme « salé » réfère à la fabrication de ces armes et leur utilisation pour propager la contamination. En ce qui concerne la partie fabrication, ces bombes contiennent des éléments supplémentaires par rapport aux armes atomiques standards, ce qui leur donne un plus grand impact. Le nom de cette bombe est lié à l'expression « saler la terre », qui fait référence à son utilisation. Cette expression remonte à l'Antiquité, lorsque les armées conquérantes dispersèrent du sel sur tous les champs de leurs ennemis pour rendre la terre stérile et improductive pendant des générations. Dans l'ancien Proche-Orient, saler la terre était considéré comme une malédiction destinée à garantir que la terre ne pourrait plus soutenir la vie, punissant ainsi l'ennemi avec une souffrance et une difficulté durable. Il existe des rapports sur plusieurs villes et régions anciennes et modernes qui ont été soumises à cette malédiction sous diverses formes. L'ancienne ville nord-africaine de Carthage en 146 avant Jésus-Christ par les Romains, dirigée par le général Scipio Aemilianus. La ville italienne de Palestrina en 1299 par le pape Boniface VIII qui a ordonné qu'elle soit labourée et salée, suivant l'ancien exemple de Carthage en Afrique. Le palais du duc d'Aviero dans la capitale portugaise Lisbonne en 1759 par les autorités. Désormais commun avec le concept de bombe salée, toute ville sur Terre pourrait théoriquement faire partie de cette liste. Mais cette ville ne serait pas qu'une autre entrée dans un récit historique. Elle ferait face à un apocalypse moderne, le début de la fin. Et pourquoi ? Parce que les bombes salées ont été spécifiquement conçues pour maximiser non seulement la destruction immédiate, mais aussi la contamination durable. Ces armes sont conçues pour répandre des matières hautement radioactives sur une vaste zone, garantissant que les retombées rendaient l'environnement inhabitable et perpétuant la souffrance bien après l'explosion initiale. Ce concept effrayant a été décrit pour la première fois à la radio par le physicien hungaro-américain Leo Szilard, mentionné plus tôt dans cette vidéo. Mais croyez-le ou non, l'objectif de Szilard n'était pas réellement de construire cette arme de destruction massive. Il voulait prouver que la technologie des armes nucléaires pouvait être utilisée pour créer un dispositif capable d'anéantir toute vie sur Terre. Ainsi, au lieu de chercher à condamner le monde, il tentait de le sauver. Mais comme souvent, son concept a eu des conséquences inattendues. Bien qu'il ait passé les dernières années de sa vie à plaider passionnément pour le contrôle des armements et le désarmement nucléaire, il avait déjà ouvert la boîte de Pandore, et ce qui se cachait sous ce couvercle était un terrifiant engin de l'apocalypse. Pire encore, grâce au salage, c'est-à-dire l'ajout d'éléments radioactifs comme l'or-198, le cobalt-60 et le zinc-65, toute grosse bombe pourrait essentiellement être transformée en engin de l'apocalypse. Cela pourrait même être fait avec du sodium, qui devient intensément radioactif en absorbant des neutrons. Selon le physicien de BH, Clark,
Une bombe de 20 000 mégatonnes salée au sodium pourrait contaminer 200 000 miles carrés si lourdement que même les personnes se cachant dans des abris périraient. Heureusement, malgré ces conséquences terrifiantes, aucune bombe nucléaire salée à grande échelle n'a été construite jusqu'à présent. Cependant, la théorie derrière cette bombe est toujours très vivante, servant de sombre témoignage de l'ingéniosité humaine et du potentiel de destruction inimaginable. En cas de destruction, comment cela se déroulerait-il? Voici la réponse. La bombe salée exploserait, amenant l'élément radioactif ajouté à absorber les neutrons libérés. Ce processus transformerait l'élément ajouté en un isotope hautement radioactif, qui serait dispersé sur une vaste zone, contaminant l'environnement avec une radiation intense et de longue durée. De quelle durée parlons-nous? Eh bien, tout dépend de l'élément radioactif utilisé pour saler la bombe. Dans le pire des cas, lorsque le cobalt-60 est l'élément en question, nous parlons de plusieurs décennies, voire plus d'un siècle avant que la zone puisse être considérée comme sûre pour l'habitation humaine à nouveau. Et c'est précisément ce que sont les bombes au cobalt, le pire des scénarios. Le cobalt n'est pas réputé pour être un élément clé dans l'armement nucléaire, ce qui pourrait vous étonner. Si quoi que ce soit, ce métal bleu argenté magnétique est plus souvent associé aux applications industrielles, comme les batteries, les aimants et les alliages résistants. Étonnamment, le cobalt-60 a aussi été utilisé en traitement du cancer. Vous avez bien entendu. L'élément qui peut détruire des vies a aussi été utilisé pour en sauver. Comment est-ce possible? Le rayonnement gamma émis par le cobalt-60 peut aussi être utilisé en médecine. En 1951, une des premières bombes au cobalt-60 a été construite à Saskatoon, Saskatchewan, Canada, par une équipe de scientifiques et un machiniste exceptionnel. Le développement de cet appareil est dû au taux élevé de décès par cancer en Saskatchewan entre 1924 et 1941. En 1949, Tommy Douglas, Premier ministre de la Saskatchewan, a approuvé le développement d'une bombe au cobalt pour la médecine. Bien qu'il y ait eu deux appareils en cours de développement à peu près en même temps, l'un à Saskatoon et l'autre à London. Ontario, le premier a été le premier à traiter avec succès un patient atteint de cancer. Cet appareil, officiellement connu sous le nom d'unité de thérapie par faisceau de cobalt-60, fonctionnait en attaquant les tumeurs situées en profondeur dans le corps du patient. Ainsi, il atteignait des tumeurs inaccessibles, les réduisant ou les détruisant, sans chirurgie invasive. La première patiente de Saskatoon, une mère de 4 enfants de 43 ans, a vécu 47 ans de plus après avoir été traitée pour un cancer du col de l'utérus par une dose calibrée de radiation cobalt-60. 6728 autres patients ont été traités par l'unité de thérapie par faisceau de cobalt-60 avant son remplacement en 1972. Cette réussite remarquable soulève encore la même interrogation. Comment le même élément peut-il posséder une telle dualité de pouvoir, un côté capable de sauver des vies, et l'autre abritant le potentiel d'apporter une destruction inimaginable, tandis que le second côté prend le dessus, une fois que le cobalt-60 est libéré sous une forme non contrôlée et armée. Cet isotope est très instable et radioactif, avec une demi-vie d'environ 5,27 ans. Le cobalt-60 se désintègre de sorte qu'après 5,27 ans, la moitié de la matière radioactive demeure active. Et même après le passage d'une demi-vie, le danger ne disparaît pas, car le matériau restant émet toujours des quantités mortelles de rayonnement gamma, et non les doses soigneusement contrôlées et calibrées utilisées dans les traitements médicaux. Il faut environ 10 demi-vies pour réduire la radioactivité à un niveau relativement sûr. C'est pourquoi les bombes salées au cobalt-60 causent des dévastations qui durent des décennies. Pour réaliser la longueur de la demi-vie du cobalt-60, comparons-la à celle d'autres éléments radioactifs utilisables pour saler des bombes. Nous avons évoqué le zinc 65 dont la demi-vie n'est que de 244 jours. Il y a aussi le tantal 182 dont la demi-vie dure 111 jours. L'or 198, un autre isotope mentionné, se désintègre en seulement 2,7 jours. Le sodium 24 le fait encore plus rapidement, avec une demi-vie de seulement 15 heures. Certains de ces isotopes pourraient être plus radioactifs que le cobalt-60 au départ, mais ils se désintègrent plus vite. Cela signifie qu'il pourrait se permettre à certaines populations de survivre dans des abris profondément enfouis. Mais pas le cobalt-60. Aucun isotope ne peut même se rapprocher de la durée pure du danger posé par le cobalt-60, un danger tout à fait capable d'éliminer des générations de personnes où qu'elles se cachent. Comment cela se produirait-il? Eh bien, nous expliquons à peu près le processus lorsque nous décrivons comment fonctionnent les bombes au sel. Dans la plupart des conceptions, une bombe au cobalt n'est rien d'autre qu'une bombe à hydrogène enfermée dans du cobalt-60.
Lorsque la bombe explose, l'enveloppe de cobalt-60 entourant son noyau est vaporisée et éjectée. Au fur et à mesure que les particules de cobalt-60 se refroidissent et se condensent, elles forment des retombées radioactives qui commencent à retomber lentement vers la Terre sur une large zone, contaminant le sol, l'eau et l'air. Heureusement, aucune bombe au cobalt à grande échelle n'a été construite ou testée en atmosphère, du moins selon les informations publiques. Cependant, 2 tests à petite échelle impliquant le cobalt ont eu lieu. Le premier, l'opération Antler, premier round, s'est déroulé en 1957 sur le site de Taji dans la chaîne de Maralinga en Australie. Bien que réalisé en Australie, le test a été mené par le gouvernement britannique pour obtenir des informations sur les performances et la sécurité des armes nucléaires. La bombe testée lors de cette opération utilisait des pastilles de cobalt comme traceur radiochimique afin de comprendre son comportement dans un environnement à haute explosion. La bombe a atteint un rendement d'environ 1,5 kilotonnes de trinitrotoluène, avec un nuage s'élevant à plus de 952,4 mètres, soit un peu plus haut que prévu. Après l'explosion, les pastilles de cobalt se sont répandues sur tout le paysage, surprenant de nombreux personnels qui n'avaient pas été informés de l'utilisation de cet isotope. Ce test britannique a été un échec et n'a jamais été répété, malgré les rapports sur le développement d'une bombe au cobalt. Le deuxième essai nucléaire au cobalt a eu lieu en 1971 dans le cadre du projet du canal Pekorakama, mené par l'Union soviétique. Fait intéressant. Le cobalt n'était pas initialement le focus de l'essai. De grandes quantités de cobalt-60 ont été générées à partir de l'acier entourant ces soi-disant dispositifs nucléaires, taïga. Depuis le temps écoulé, la végétation dans la zone de test est essentiellement revenue à la normale. Depuis, des rumeurs circulent que les Russes auraient finalement construit une bombe au cobalt, un dispositif apocalyptique conçu pour exploser si le pays était attaqué nucléairement, emportant le reste du monde avec lui. Toutefois, il ne s'agit pour l'instant que de rumeurs, sans preuve tangible ni confirmation officielle qu'une bombe au cobalt opérationnelle ait été développée ou déployée par la Russie. Cependant, il y a eu des preuves que le pays développait une torpille au cobalt intitulée Système polyvalent océanique Status 6, ou simplement Status 6. La preuve en question provient d'une émission de télévision d'État russe, montrant une réunion entre le président russe Vladimir Poutine et ses chefs militaires en 2015. Lors d'une émission, la caméra a involontairement filmé un document qui paraissait évoquer le système Status 6. Nous insistons sur le mot « accidentellement », car la Russie est connue pour sa démonstration calculée de capacités militaires, qui souvent n'existent même pas. Cependant, il semble que le projet soit réel, car le Pentagone l'a officiellement reconnu en 2018. Le projet a depuis été renommé Poséidon et a été testé avec succès. Pour l'instant, la partie tête nucléaire au cobalt du projet Poséidon reste spéculative, mais d'après les spécifications connues, c'est une force avec laquelle il faut compter. Ce torpille, ou mini-sous-marin robotisé en forme de torpille, pour être précis, peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 115 miles par heure, avec une portée de 6200 miles et une profondeur maximale de 3300 pieds. La tête nucléaire, supposée inclure du cobalt, mesure environ 5 pieds de diamètre et 13 pieds de longueur, ce qui donne un volume de 250 pieds cubes. En comparant ces chiffres à ceux de la toute-puissante Tsar Bomba, qui mesurait environ 6 pieds de diamètre et 26 pieds de longueur, il est facile de conclure que la tête nucléaire de Poséidon devrait être capable de produire un rendement d'au moins plusieurs dizaines de mégatonnes. Certains rapports suggèrent que le rendement en question peut atteindre 100 mégatonnes. Il n'est probablement plus nécessaire d'expliquer l'ampleur de la dévastation qu'une véritable bombe au cobalt provoquerait. Pour illustrer le danger réel de ces bombes pour le monde, examinons les destructions et retombées nucléaires qu'elles pourraient causer au-delà de la tête nucléaire du Poséidon russe. Tout d'abord, combien de mégatonnes de bombes au cobalt faudrait-il pour mettre fin efficacement au monde, en tuant tout le monde à l'intérieur? En théorie, environ 50 000 mégatonnes. C'est environ 1000 bombardiers tsars. Ce nombre peut sembler inatteignable, mais les États-Unis et la Russie possédant actuellement plus de 5000 ogives nucléaires chacun. De plus, construire de nouvelles bombes au cobalt ne serait pas trop difficile. Essentiellement, tout ce dont vous avez besoin est une bombe à hydrogène standard et une épaisse couche de cobalt-60. Considérant cela, voici comment l'apocalypse se déroulerait. Phase 1. Le déchaînement de la dévastation. La bombe au cobalt explose avec une force dévastatrice. L'immédiat après serait un éblouissant flash de lumière et une énorme onde de choc aplatissant tout dans un vaste rayon. Cette explosion initiale libérerait une quantité écrasante de radiation, créant une boule de feu qui incinère toute vie dans son voisinage immédiat. Les bâtiments seraient vaporisés,
et la terre brûlée méconnaissable. Phase 2, les retombées commencent. La destruction immédiate causée par les bombes au cobalt n'est que le début. Lorsqu'elles explosent, elles dispersent aussi une énorme quantité de matière radioactive dans l'atmosphère. Le cobalt-60, créé par l'explosion, devient un nuage mortel de retombées radioactives. Initialement, le rayonnement gamma des produits en eau de fission inclus dans la bombe est intensément dangereux, surpassant celui du cobalt-60. Dans la première heure, les niveaux de rayonnement de ces produits sont 15 000 fois plus intenses que ceux que l'on pourrait expérimenter avec le cobalt-60. En une semaine, l'intensité diminue à 35 fois plus. Après un mois, elle est 5 fois plus élevée, et après 6 mois, elle est approximativement égale à celle du rayonnement du cobalt-60. Mais c'est ici que commencent les véritables horreurs des bombes au cobalt. Phase 3, catastrophe à long terme. Après 6 mois, les niveaux de radiation du cobalt-60 deviennent 8 fois plus intenses que les produits de fission. Et après 5 ans, ils sont stupéfiants, 150 fois plus intenses. Cela a à voir avec la demi-vie de l'isotope de 5.27 ans, qui permet à sa radiation mortelle de persister. Pour donner une perspective, si une bombe au cobalt provoque un taux de dose de 10 sieverts par heure, toute personne exposée sans abri recevrait une dose mortelle en environ 30 minutes. Même dans des abris bien construits, la sécurité ne serait que temporaire car la radiation pénètre et continue de se propager. Après une demi-vie, soit un peu plus de 5 ans, le rayonnement tomberait à 5 sieverts par heure, rendant une dose mortelle possible avec une heure d'exposition. Après 10 demi-vies, soit environ 53 ans, le rayonnement serait réduit à environ 10 millisieverts par heure. Ce niveau peut sembler moins immédiatement mortel, permettant environ 4 jours d'exposition avant que les symptômes du syndrome d'irradiation aiguë n'apparaissent clamante. Néanmoins, ce niveau de radiation accroît considérablement le risque de cancer en cas d'exposition prolongée. Rappelez-vous, cela fait 53 ans après l'explosion initiale. Phase 4, un siècle de contamination. Avancez plus loin dans le futur, après 20 demi-vies, soit environ 105 ans, le taux de dose chuterait à environ 10 microsieverts par heure. Bien que ce niveau soit similaire au rayonnement de fond que les gens subissent naturellement, il reste supérieur aux niveaux normaux et pourrait légèrement augmenter le risque de cancer. Enfin, après 25 demi-vies, soit environ 130 ans, le rayonnement diminuerait à moins de 0,4 microsieverts par heure. À ce stade, la zone serait principalement sûre malgré des niveaux de radiation encore détectables. Par contre, toute vie sur Terre ne le serait pas. Il est possible que certaines régions du monde soient relativement épargnées par les retombées, car leur dépôt n'est pas toujours uniforme en aval de la détonation. Cependant, si quelqu'un est déterminé à détruire le monde, il y a toujours une solution de contournement. Tout ce que vous avez à faire est de faire exploser les bombes au cobalt à des altitudes plus élevées, et les retombées deviendront beaucoup plus répandues. Pourquoi ? Les isotopes radioactifs seront pris dans les processus météorologiques naturels, comme les vents en altitude et les systèmes météo, pouvant distribuer les retombées sur une zone bien plus vaste qu'une détonation au sol. Le résultat ? La destruction effective de l'eau utilisable. Autrement dit, même si certains évitaient une exposition immédiate, la contamination des sources d'eau les condamnerait à terme. Mais qu'en pensez-vous ? Avez-vous encore un soupçon d'espoir que l'humanité puisse survivre même à une bombe au cobalt ? Des personnes pourraient potentiellement trouver refuge dans des grottes et bunkers souterrains profonds. Ou est-ce tout simplement un exercice futile d'optimisme, éclipsé par les défis écrasants de la survie à long terme et de la dévastation environnementale ? Partagez vos théories dans les commentaires. Espérons que nous n'aurons jamais à le découvrir. Allez maintenant vérifier les principales cibles nucléaires de la Russie, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.